Bonjour à tous, bienvenue dans le cadre du cours ici sur du cours 22-40 donc sur les techniques des tissus mous. Je vais introduire un petit peu la partie crochetage que vous allez avoir en pratique avec les différents de mes collègues. Et donc l'idée ici c'est d'avoir plutôt l'approche d'abord théorique pour qu'on ait un support commun pour la partie théorique et pour qu'on puisse aussi libérer plus de temps pour la pratique lors des TP. Donc voilà, on va un petit peu passer en revue différents éléments en ce qui concerne les techniques de crochetage. Donc, d'abord, je vais réduire un petit peu la taille. Voilà. D'abord, on va commencer par une définition, et puis on va un petit peu discuter du matériel qu'on a besoin pour faire du crochetage, quels sont les objectifs de la technique, les effets thérapeutiques supposés, parce que ça reste des mécanismes d'action qui sont supposés, qui ne sont pas encore totalement prouvés, différents types de techniques. D'abord, on va discuter un peu de la palpation, le principe, les différentes manœuvres. Il n'y a pas beaucoup de manœuvres, vous allez voir, il y a 3 à 5 manœuvres qu'on utilise. Les indications et les contre-indications, c'est quand même important. Et on terminera par une conclusion. Donc, tout d'abord, pour commencer par une définition. Alors, il y a plusieurs définitions qui existent. On va prendre celle du milieu. Pourquoi? Parce qu'elle est un peu plus récente, hein, elle est de 2017. On voit que c'est une technique qui a commencé plutôt dans les années 80, donc c'est pas nouveau, avec notamment un collaborateur, le docteur Cyriax. Et donc du coup, on va prendre cette définition qui est plus moderne. Et donc la fibrolyse myofasciale est une méthode de traitement des algies de l'appareil locomoteur, donc musculo-squelettique, par libération des adhérences et des corpuscules irritatifs interfaciaux ou myofasciaux au moyen de crochets appliqués et mobilisés contre la peau. Donc en gros, c'est une forme de massage profond, d'accord, pour laquelle on ne va pas utiliser ses mains, enfin pas que, on va s'aider d'un instrument, d'accord. Donc on peut vraiment voir ça comme un massage vraiment profond, et les mécanismes d'action sont probablement les mêmes que la fasciathérapie profonde manuelle. Mais donc voilà, l'intérêt du crochet, on va en discuter par la suite. Il y aura un intérêt supplémentaire à utiliser le crochet, dont aussi il faut en parler la croyance du praticien comme du patient aussi par rapport au fait qu'on utilise un instrument. C'est toujours un peu plus impressionnant que uniquement les mains par exemple. Donc ça peut jouer aussi sur l'effet thérapeutique et l'effet contextuel. D'accord. Donc, voilà. Il y a différents types de crochets. Alors ça c'est vraiment les crochets de base à droite ici, justement ça fait très matériel chirurgical, hein, d'accord. Donc c'est l'acier vraiment chirurgical. Alors ouais, voilà, c'est froid, c'est vraiment comme j'expliquais comme un instrument vraiment de chirurgie, donc ça peut être un peu impressionnant. Après il y a d'autres crochets qui sont en partie en métal et en partie en plastique. Alors, plus confort, moins froid évidemment au niveau de la prise. Et au jour d'aujourd'hui, il y a des crochets qui sont complètement en plastique, qui sont très très bien, peut-être un peu plus fragiles que ceux-ci ici à droite, mais qui fonctionnent très bien. Voilà, moi personnellement, je n'utilise que les crochets en plastique. Mais il y a plein de formes, ça c'est des formes de base, je veux dire les plus connues, les plus classiques, mais il y a vraiment encore d'autres formes qui existent dans les crochets. C'est vraiment très varié. Alors, le but de la technique, c'est vraiment de traiter la douleur de type mécanique, mais pas que mécanique, éventuellement peut-être inflammatoire un petit peu ici aussi, par un effet de drainage, peut-être vasculaire, la fatigue ou autre. Mais donc en gros, le patient a une douleur sur l'appareil locomoteur. Alors, il y aurait, d'après donc un modèle explicatif du docteur Kurt Ekman, un concept d'irritation tissulaire lié à la présence d'un corpuscule fibreux dans les tissus. Et on va signaler des ruptures d'adhérence cicatricielle par le crochetage en améliorant justement les amplitudes de mouvement
donc amplitude articulaire, même si ce n'est pas une technique articulaire en tant que telle, mais donc on peut avoir une restriction des amplitudes articulaires par une raideur d'origine myofasciale, et donc là les crochets seront indiqués, ou alors par une origine plutôt intracapsulaire, et donc là ce sera plutôt des techniques de thérapie manuelle qui seront indiquées de mobilisation, et souvent c'est mixte, donc il faut balancer un petit peu l'intervention entre le myofascial et l'articulaire. Alors ce concept de restriction de mobilité donc, tissulaire amènerait donc, des adhérences interstructurelles, et on va essayer de récupérer ces plans de glissement entre les fascias. D'accord, donc ça c'est le modèle hypothétique. D'accord, ça n'a jamais été vraiment complètement démontré malgré les échographies qu'on a au jour d'aujourd'hui. Ça reste difficilement objectivable, mais c'est le modèle initial aussi. Donc ça c'est un modèle très mécanique. On sait très bien qu'au jour d'aujourd'hui, on a vraiment shifté de croyance entre ce modèle mécanique vers un modèle qui est plus neurophysiologique. Donc probablement que les effets sont plutôt neurophysiologiques, liés au tas de mécanorécepteurs qu'il y a dans les tissus mous. Et donc la cascade de réactions neurophysiologiques qui va être générée, que ce soit après un traitement manuel ou avec crochetage, générant notamment un relâchement musculaire, une inhibition descendante sur la douleur, etc. Alors, les effets thérapeutiques, donc mobiliser les tissus, myofasciaux évidemment, réorganisation des tissus dans le sens des contraintes pour augmenter la qualité de l'étirement. Voilà, c'est un peu comme quand on fait de l'excentrique, hein, c'est un peu la même idée de réorganiser les tissus dans une direction plus fonctionnelle. Vasodilatation et hyperémie pour stimuler la cicatrisation de lésions. Donc on va effectivement avoir un effet sur les petites artérioles sanguines qui vont créer effectivement un effet de trophicité, donc de vasodilatation. Donc ça peut être intéressant pour drainer l'inflammation, ça peut être intéressant pour aider une cicatrisation, etc. Libération des adhérences grâce à la fibrolyse, donc comme je l'ai expliqué, c'est une hypothèse. Libération des toxines et drainage au niveau des déchets musculaires, de nouveau, ça reste aussi une hypothèse qui est la même d'ailleurs que si on faisait un massage profond par exemple, ou si on fait des techniques de trigger point aussi d'ailleurs. Alors, en conclusion, par rapport à ces effets thérapeutiques, ils sont de trois ordres: mécanique, neuromusculaire, d'accord, et circulatoire. Donc ça, c'est les trois effets supposés. On pourrait rajouter, on n'a pas mis ici, donc des effets contextuels, donc qui sont liés au fait que le patient est non spécifique, donc qui sont liés au fait que le patient est pris en charge par un thérapeute dans un cabinet avec des horaires, avec peut-être un thérapeute qui a une blouse blanche ou bleue, peu importe, et donc ce qu'on appelle des effets contextuels qui ne sont pas liés à la technique en tant que telle. Et dans ces effets contextuels, on peut rajouter évidemment le fait d'utiliser un outil comme le crochet, donc c'est un effet supplémentaire contextuel par rapport au fait d'utiliser que ses mains, puisqu'ici on va utiliser les deux, donc les mains et l'outil en question. Alors, par rapport aux effets mécaniques, on va essayer donc de faire un étirement local de structure conjonctive pour assouplir les tissus, d'accord, c'est un peu comme si on faisait des étirements aussi, hein, quelque part. Soit des étirements statiques, soit plutôt vraiment excentriques ou contractés relâchés. On va avoir un effet neuromusculaire qu'on va justement retrouver aussi dans les étirements, notamment contractés relâchés, par une perturbation, ou je dirais plutôt une stimulation des fuseaux neuromusculaires, des organes tendinodégogie entre autres, mais aussi des tas d'autres mécanorécepteurs, Pacini, Ruffini, etc., qu'on retrouve vraiment, qui sont fortement présents dans les fascias, dans les tissus myofasciaux. Et donc ça va amener une stimulation de tous ces effets qui va amener, par effet réflexe, une diminution du tonus musculaire, un relâchement musculaire, et aussi une inhibition par rapport à la douleur, une diminution de la douleur, c'est un aspect antalgique. Et alors on a l'effet circulatoire qui crée une augmentation de la circulation locale, avec un échauffement du tissu par l'apport sanguin, qui va amener un effet d'assouplissement, ça va assouplir les structures. C'est un peu comme on a le fluage, entre guillemets, au niveau aussi des étirements. Donc voilà, donc ça c'est vraiment l'aspect circulatoire. De nouveau, tout n'est pas démontré à 100%, ce sont les effets supposés. On est probablement plus dans la recherche sur les effets neuromusculaires, où là on peut quand même mesurer pas mal de choses.
Et là, on a une concordance des évidences scientifiques entre un massage profond, une mobilisation de manipulation articulaire, des étirements de type contracté relâché ou ici, par exemple, le crochetage. Alors les différentes techniques, ce qui est important, c'est que c'est une technique qui se base énormément sur la palpation, donc il va vraiment falloir avoir un lien avec le cours d'anatomie palpatoire. Si vous connaissez bien votre cours d'anatomie palpatoire, ce sera beaucoup plus facile d'intégrer les techniques de crochetage et les techniques de manière générale au niveau des tissus mous, techniques de massage aussi. Et donc on va avoir une main dominante qui va aller palper, main non dominante, excusez-moi, qui va aller palper les tissus. Et la palpation instrumentale, donc si on est droitier, la main non dominante, ça va être la main gauche qui va aller palper les tissus. Et la main non dominante, ce sera le crochet. D'accord ? Donc on cherche donc des différences de tension tissulaire manuellement, donc ça reste très subjectif. Donc au niveau reproductibilité, c'est pas extraordinaire, mais voilà, c'est une approche manuelle. Et le travail de main est vraiment différent. Donc la main qui va palper va vraiment aller chercher à voir en fait si les tissus ont une certaine résistance. Il va un peu aller comme un éclaireur, si vous voulez, avant d'apposer le crochet, d'accord, par rapport à la sensibilité, par rapport à la raideur qu'on va sentir sous les doigts. Normalement, il faut que si on a une impression de raideur qui est plus importante, a priori la sensibilité devrait être plus importante chez le patient. Donc c'est intéressant d'avoir la confirmation du patient. Donc de lui demander, tiens, à l'endroit où vous palpez, si vous avez l'impression qu'il y a un peu plus de raideur, de poser la question au patient, quelle est la sensibilité à cet endroit-là, pour confirmer ou non votre impression palpatoire. Ça permet de diriger un peu plus le traitement. Ensuite, donc, il y a la main instrumentale qui va effectuer une traction donc, perpendiculaire au sillon musculaire. Et donc là, s'il y a différentes techniques, il faudra surtout faire attention de ne pas trop forcer. Il faut que ce soit une technique qui soit non douloureuse. D'accord ? Parce que le crochet, forcément, on ne sera pas sentir la tension qu'on va mettre à cause de l'interface entre notre main et la peau du patient et qui est le crochet. Et donc, il faut bien remplir le crochet, il ne faut pas glisser et il faudra toujours communiquer, surtout avec le patient, par rapport à la douleur. Et vérifier aussi au niveau cutané si le crochet ne marque pas trop au niveau de la peau. S'il marque de trop, soit c'est que la peau est très sensible, soit c'est que vous poussez trop fort et le patient ne verbalise pas. Il y a des patients qui, entre guillemets, aiment bien travailler dans la douleur. Ils ont l'impression que le fait que ça fasse mal, ça va faire du bien après, ou qui ont des seuils de douleur qui sont plus élevés que d'autres, et donc du coup, ça peut créer parfois des lésions dermatologiques. J'ai eu des patients qui ont été chez les kinés et qui 2 ans après ont encore des marques de crochet au niveau cutané, donc c'est pour vous dire. Et donc là, clairement, c'était trop fort. Et donc du coup, il faut vraiment toujours communiquer avec le patient pour les diverses raisons que je viens d'expliquer ici. Et le crochet est une aide à la main qui palpe, d'accord, mais c'est pas le travail principal. On va en discuter un petit peu. C'est vraiment une assistance, ok, et non l'inverse. C'est pas le travail principal. Alors, on va pouvoir travailler donc la zone donc en 2 temps. Donc, on va chercher les zones qui sont sensibles, douloureuses, à distance de la lésion. On va un petit peu voir justement pour approcher cette lésion, donc on va aller, quand on a une sensibilité, on va aller de distal à proximal pour approcher tout doucement cette dysfonction et pas plonger sur l'endroit qui est trop sensible. Et aussi dans cette notion de continuité de tension myofasciale, si j'ai une tension à cet endroit-là, par exemple, on va dire que c'est le mollet, hein, voilà, je ne vais pas aller travailler en plein milieu du mollet directement, d'accord, je vais d'abord aller travailler un petit peu du distal et puis me rapprocher vers la zone de tension, voire je peux même aller encore plus haut, travailler donc sur toutes les zones qui sont au-dessus, sus et sous-jacentes à la lésion ou à la dysfonction, avant de vraiment insister sur ce point-là. Et l'idée étant de détendre toute la chaîne myofaciale, par exemple du jumeau, et le point de tension, mais pas que le point de tension. Donc c'est une approche vraiment un peu plus globaliste que loco-régionale pure et dure. On peut même, en parlant du mollet par exemple, travailler sur le fascia plantaire, remonter sur le tendon d'Achille, en plein milieu du jumeau par exemple, entre le jumeau interne et le jumeau externe, c'est le point de Charpa qui est sensible, puis remonter au-dessus jusque sur l'insertion des mollets au niveau de la partie supérieure du genou,
voire travailler les ischio-jambiers et remonter sur la tuberosité sciatique, donc vraiment travailler toute la chaîne postérieure. Donc c'est vraiment une approche myofasciale dans cette notion de chaîne myofasciale. Donc on va évidemment travailler la zone qui est sensible, mais aussi à distance. C'est ça qui est important de retenir. Alors on va déplacer le crochet tous les 3 ou 4 manœuvres pour ne pas rester tout le temps sur le même endroit et irriter la peau, donc ça c'est important. On réalise plus ou moins 1 à 2 séances de crochet par semaine en fonction de la sensibilité cutanée du patient. Mais voilà, c'est quand même bien d'attendre un petit peu quand la lésion est aiguë, quand il y a une dysfonction aiguë, de ne pas crocheter tout de suite. S'il y a un phénomène inflammatoire par exemple qui est associé, forcément ça va amplifier le phénomène inflammatoire. Donc il faut attendre que soit que le processus inflammatoire soit terminé ou en tout cas réduit en fonction de l'amplitude du traumatisme ou de la dysfonction ou du problème musculo-squelettique qu'on va traiter avec ces crochets. Alors, la première technique qu'on peut utiliser, c'est la fibrolyse. Donc la fibrolyse, c'est une action courte et rapide qui assure une traction majorée par une action qui est focalisée à condition que le crochet soit placé correctement sur la bonne structure. Et on va vraiment essayer, c'est seulement dans cette technique-là qu'on va autoriser éventuellement que la main instrumentale, donc c'est-à-dire la main droite où on tient le crochet, va dépasser, entre guillemets, la main palpatoire. Ce sera uniquement dans cette technique de fibrolyse. Alors je ne vous conseille pas de commencer directement comme ça quand on fait la fibrolyse, mais plutôt de faire d'abord du 80-20%, d'accord, 60-40, 50-50, et pourquoi pas faire du 40-60 ou du 30-70 progressivement. Donc c'est-à-dire que le crochet va prendre plus de partie dans le traitement, mais pas d'entrée de jeu sur la première manœuvre, d'accord, parce qu'il faut un peu échauffer les structures, la sensibilité, votre geste aussi, pour d'abord respecter le patient et pour assurer votre geste. Une fois que vous avez bien la technique en main, pourquoi pas faire du 30-70 ou du 20-80 à la fin. Ce sera uniquement dans la fibrolyse qu'on va, donc du coup, cette main où il y a le crochet va dépasser un petit peu la pression de la main palpatoire. Mais attention, toujours, ça doit rester non douloureux. Si c'est douloureux, c'est que c'est trop fort. Donc il faut réduire à 50-50 par exemple en termes de proportion. D'accord ? Alors, on a aussi, donc cette manœuvre peut être utilisée aussi sur les tendons pour décoller tout ce qui est tendineux. Voilà, alors à ce moment-là, il va falloir faire attention à bien remplir toujours le crochet, donc à adapter la courbure du crochet au relief que vous traitez, si c'est musculaire ou bien tendineux. Donc il doit toujours être rempli, cette courbure de crochet. On essaie de travailler perpendiculairement aux fibres qu'on veut étirer. Alors, c'est pas toujours faisable à 100%, mais on essaie de se rapprocher au maximum de ça. La main donc, palpatrice va initier le mouvement et c'est le crochet qui accompagne, qui en fin de geste va réaliser fibrolyse, donc va dépasser la main palpatrice par une brève accélération. Tout ça on vous montrera en pratique et comme je l'ai expliqué, au début, allez-y mollo sur cette manœuvre-là, parce que si c'est la main qui tient le crochet qui dépasse trop vite, vous pouvez éventuellement glisser, donc irriter la peau, créer une griffe au niveau cutané par exemple, ou bien pousser trop fort. Donc il faut d'abord avoir un geste bien assuré, et aussi voir la sensibilité du patient par rapport à ça. Alors on a des techniques qui sont périostées, où là on ne sera pas du tout remplir le crochet, parce qu'on est vraiment sur les jonctions ténopériosté, donc tendons sur le périoste, et donc on ne sait pas les remplir, c'est des zones où il n'y a pas de matière, et donc là on va plutôt gratter entre guillemets au niveau ténopériosté, donc en sous-cutané, sur les anthèses. Voilà, on ne sait pas remplir le crochet comme j'ai expliqué. On peut appliquer ce grattage entre guillemets, donc cette technique périostée, dans plusieurs directions, voire faire un peu une étoile, donc vraiment travailler dans différentes directions. Donc c'est une technique qui peut être intéressante si on a des anthésopathies, d'accord, donc des douleurs au niveau des insertions ténopériostées. Alors on a aussi la manœuvre de pression et de ponçage, donc là on va retourner le dos du crochet et on va mettre le doigt dessus, donc on prend la partie plus souple entre guillemets du crochet et on vient vraiment simplement faire une pression, d'accord, sur la zone qui est douloureuse, voire faire des ponçages longitudinaux, voire latéraux. On peut utiliser le dos du crochet aussi pour traiter un trigger par exemple, donc pour préserver un petit peu
les pouces et les doigts, parce que vous allez voir que quand on fera la partie trigger, il faut quand même parfois un bon grip ou des bons doigts. Il y a des gens qui sont très très souples au niveau des pouces, etc. Et donc ça peut être intéressant d'utiliser donc cette manœuvre de pression et de ponçage aussi sur les trigger points. Mais pas que, parce que voilà, il y a d'autres endroits au niveau des sillons dans lesquels on pourra utiliser quand il y a des adhérences et des sensibilités au niveau des crochets. Alors on a une technique de glissement, et donc là l'idée c'est de traiter un sillon intermusculaire. Donc par exemple ici, ben voilà, c'est au niveau entre solaire par exemple et le jumeau interne. Et donc l'idée c'est vraiment de faire un glissement tout le long ici, d'accord, et de venir voir un peu où est-ce qu'il y a des raideurs, des adhérences et des douleurs, et donc de travailler ce sillon de nouveau avec le dos du crochet ici. Alors c'est une technique qui peut être intéressante pour tout ce qui est sillon, et la main qui ici va précéder le glissement du crochet pour sentir les endroits où il y a plus d'adhérence et insister éventuellement un peu plus à ces endroits-là. D'accord ? Donc ça c'est un peu l'idée de la main palpatoire qui va en éclaireur par rapport au crochet qui est la main donc, qui va traiter. Alors on a aussi des techniques dites de Godey, et donc l'idée là c'est vraiment d'écarter les berges d'un sillon. On va souvent utiliser ça en complément du glissement longitudinal, donc c'est-à-dire pendant le glissement longitudinal on va remarquer une zone où il y a une adhérence plus importante d'accrochage, donc on va utiliser à ce moment-là la Godey vraiment pour venir écarter et libérer, d'accord, des adhérences. C'est comme ça qu'on va revenir dans le glissement comme ceci. On va essayer d'avoir une impression de mobilité. Si on a encore la raideur, hop, on va encore assister au niveau Godey, et puis on va revoir un petit peu en repassant si on a une libération des adhérences. Donc c'est une manœuvre qui se fait lentement. On va s'adapter donc à la viscose, à l'assistée des tissus. Elle peut être plus sensible, cette technique-là, que la fibrolyse éventuellement. Voilà, ça va dépendre de nouveau d'une personne à l'autre. Alors toutes ces techniques-là, ben, forcément, ne vous inquiétez pas, on les verra vraiment donc, en pratique sur différentes parties du corps humain. On fera membre inférieur et membre supérieur essentiellement, et beaucoup moins les muscles du tronc, mais ça existe, on peut très bien faire une technique de crochet sur les muscles du tronc aussi, par rapport à la cervicalgie ou des lombalgies. Alors les indications sont donc des douleurs d'origine plutôt mécanique, dues à des rétractions, des fibroses, des adhérences post-traumatiques de l'appareil locomoteur, des zones de friction, des polyfibreuses ou bien osseuses, traitement des adhérences tissulaires post-chirurgicales aussi, parfois ça peut être intéressant post-chirurgical, syndrome trophique type maladie de Dupuytren, calcarpien, voilà, c'est intéressant, névralgies diverses éventuellement pour travailler autour du nerf, pas sur le nerf évidemment, fibrose cicatricielle cutanée, donc de nouveau suite à une opération, même si une opération dermatologique par exemple. Les contre-indications, donc praticien qui est non formé, donc c'est important de former à la technique évidemment. Les infections dermatologiques importantes, comme le zona par exemple, des troubles vasculaires au niveau de la peau éventuellement, ou même par exemple je pense aux diabétiques, aux pieds diabétiques par exemple, où les troubles vasculaires ce sera contre-indiqué. Anticoagulants ou neuroleptiques, donc dans des pathologies type par exemple hémophilie, ben évidemment ce sera à proscrire complètement. Patients trop émotifs parce qu'on travaille quand même un petit peu avec un instrument qui peut parfois faire un peu peur, hein, c'est un instrument qui fait quand même penser un peu à quelque chose de chirurgical, et éventuellement parfois on peut avoir une certaine sensibilité dans certaines techniques, et donc comme je l'expliquais, on va essayer de ne pas faire mal aux patients de trop, mais parfois on doit quand même chercher un peu une sensibilité qui doit être supportable, et donc il y a des gens qui acceptent ça et d'autres qui n'acceptent pas du tout, notamment par exemple un enfant par exemple, un enfant ne comprendra pas toujours pourquoi on va utiliser ce type d'instrument et pourquoi ça va faire un peu mal par exemple, et donc là ce sera peut-être une contre-indication. Fragilité tissulaire, cutanée ou circulatoire, hein, par des varices par exemple, c'est aussi quelque chose qu'on va éviter. Si le patient prend la cortisone depuis longtemps, nerf chronique, ça fragilise les tissus aussi, donc évidemment ça sera une contre-indication aussi. Voilà, les différents types de contre-indications. Donc voilà, en conclusion, on va travailler de distal à proximal, donc en gros, on va travailler à distance du point qui est sensible,
d'accord? Si le point est ici, on va travailler à distance, si on va se rapprocher. On peut faire dans un sens comme dans l'autre. On peut travailler dans différents plans aussi. Mais donc l'idée, c'est de, si le point vraiment se trouve ici au milieu, voilà, c'est de venir rapprocher progressivement son travail sur le point de tension. D'accord? Ne pas plonger directement sur le point de tension. De nouveau par rapport à la sensibilité, mais aussi dans cette notion, on va travailler un petit peu, pas de manière purement loco-régionale, mais aussi un petit peu à distance. Cette notion de distance, ça peut rester au sein du même muscle ou du même sillon, voire même inter-sillon. Hein. Par exemple, si on est au niveau du mollet, on pourrait vous expliquer, très bien travailler au niveau du pied, mollet, voire arrière de la cuisse. D'accord? Donc ça c'est un petit peu à voir. Au début, on va commencer forcément plutôt au niveau du mollet, forcément, si on a un problème au niveau du mollet. Mais gardez en tête que voilà, il y a ces notions de chaîne myofaciale qui existent, qui sont réelles. J'en discuterai dans le cours pratique. Donc on a des études anatomiques qui démontrent vraiment des continuités sur notamment la chaîne postérieure avec un strong level of evidence. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'elle existe qu'on a une indication thérapeutique? Ça c'est encore autre chose. Mais donc voilà. Alors le second rôle est plutôt, donc le premier rôle que j'expliquais sera mécanique sur ces tissus myofasciaux. Par rapport à la mobilité tissulaire, ça va donc améliorer la mobilité articulaire entre autres aussi. Et le second rôle sera plutôt donc, vasculaire par l'apport donc, sanguin qui peut avoir un effet notamment sur la cicatrisation tissulaire en cas de déchirure par exemple. Donc évidemment il faudra attendre un certain temps avant d'aller dessus, hein, ça forcément. En cas voilà, de contracture éventuellement, pourquoi pas avoir un effet vasculaire pour amener des nutriments au niveau musculaire, crampes par exemple, régulières, ce genre de choses-là. Température aussi, donc ça va amener un aspect myo-relaxant aussi, réflexe par la température sanguine. Donc en gros ici, juste pour illustrer, voilà. On a donc, on va voir ici en pratique, vous allez voir ça de manière respective avec vos enseignants respectifs, pardon, excusez-moi. Le mollet, la face antérieure de la cuisse, la face latérale de la cuisse, la face postérieure de la cuisse, la face antéro-latérale de l'avant-bras et le deltoïde. Donc ça c'est les différentes régions du corps humain qu'on va aborder. Et donc ici, voilà, on peut déjà voir par exemple que si on travaille sur un mollet, on a différents sillons, d'accord, qu'on peut avoir. Sillons, par exemple, ici, entre les jumeaux. On a des sillons ici latérales entre le jumeau externe et le solaire, par exemple. On va avoir après un sillon qui va commencer aussi ici au niveau semi-tendineux, semi-membraneux et le gastrocnémien interne. Alors, évidemment, il y a des zones qui sont très sensibles. Donc, évidemment, par exemple, ici dans le creux poplité, il faudra faire très attention parce que tout ce qui est artériel, veineux, nerveux, etc. Et donc on ne va pas aller appuyer là comme un fou d'ailleurs, on ne va même pas aller appuyer du tout. Donc voilà, il y a des particularités un peu aussi en fonction des régions, tout ça vous le verrez en pratique. Donc voilà, je laisse le reste de ce cours à mes collègues et à moi-même pour les TP pratiques où on va illustrer de manière concrète les différentes techniques que je viens d'expliquer. On aura l'occasion de discuter des différents mécanismes d'action, des particularités aussi en fonction de chaque région qui peut éventuellement avoir. Voilà, bonne rentrée à tous et à très bientôt.